Média de proximité du cadran nord-ouest bordelais, Radio BDC One, la radio d'expression. Bienvenue dans l'émission Excentrique, il est 18h09, nous avons un léger petit retard, mais alors c'est un retard, c'est léger, ton micro est ouvert. Franchement très bonjour léger. Sandy. Bonjour à tous. Bonjour Alex. Bonjour. Le premier sujet, ça va être la déportation. Donc ce matin, il y avait la cérémonie, le rendez-vous était à partir de midi moins le quart. Et ensuite, les officiels, ils ont fait à la messe, ils ont fait donc la cérémonie la cérémonie à la messe. Et ensuite, ils sont venus, les porte-drapeaux, Tu précises ce qu'il y a eu à Bordeaux, on est bien d'accord, hein, ce que tu as vu ce matin à Bordeaux, c'est ça? Oui, voilà. On parle parce que la cérémonie, donc la journée nationale du souvenir, c'est partout en France, parce que c'est national, et il y a des réticences au niveau des communes qui, avec les associations de déportés, ne sont pas forcément tolérants, pas forcément d'accord, mais c'est en bonne voie, d'intégrer les triangles roses, qui est la déportation pour fait d'homosexualité, au même titre, à égalité de l'ensemble des déportés, parce qu'il faut savoir qu'il y a les étoiles jaunes pour les juifs, l'étoile pour les tziganes, on en a parlé, c'était l'étoile rouge, non? Là, c'est les communistes, non? On en a parlé hier. Oui, on en a parlé, les différentes étoiles. Tu as dit le rouge, je crois que c'est politique. Bah, c'est politique, c'est les réfugiés politiques, les déportés pour l'activité politique. Et ensuite, chaque étoile a une catégorie qui est référencée par les gens qui ont été amenés à être déportés dans les camps, style camp Dachau, style camp d'Auschwitz. Et nous, on parlera particulièrement du camp de Dachau. Mais d'abord, on va vous parler de... Votre vie va vous parler de la déportation, donc ce qui est vraiment... La journée exacte s'appelle la journée du souvenir des victimes de la déportation, hein, quand même. Il faut préciser le nom exact d'aujourd'hui. Et ça a lieu tous les derniers dimanches d'avril. On l'a expliqué hier en détail, de toute façon, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'aura pas tout le temps de tout dire. Mais on a beaucoup expliqué hier, René et moi, par rapport à la journée de cette journée-là. On a expliqué en détail, on a parlé des triangles d'ailleurs au passage. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses hier à René. Et voilà, donc cette journée, c'est national, c'est dans toute la France, c'est pas international, c'est une journée nationale, c'est en France. Voilà, parce que c'est les personnes qui ont été donc déportées de la France vers les camps allemands au niveau de la déportation. Et donc j'essaie de trouver le sujet, je ne le vois pas, mais bon, c'est... Le premier sujet, c'est les triangles roses. Oui. Et donc, vous rappelez un petit peu ce que sont les triangles roses, le pourquoi du comment, bien entendu, et j'essaie de trouver... Ce fameux paragraphe 175. C'est vrai qu'on en a parlé hier et on ne sait pas à quoi ça correspond. Oui, et on s'était dit aujourd'hui qu'on allait en parler. Donc, on y va. Le triangle rose en allemand, c'est Rosa Winkel, était dans l'univers concentrationnaire nazi, le symbole utilisé pour marquer les homosexuels masculins pouvant être de taille supérieure au triangle, marquant d'autres catégories de détenus. Ce symbole de persécution, de discrimination, a été repris par la communauté homosexuelle comme symbole identitaire. Act Up, entre autres, s'en est servi dans un contexte différent, celui de l'épidémie du sida qui commença par toucher les homosexuels. On l'a relevé hier. Donc l'historique, la déportation des homosexuels par les nazis répondait non pas à une logique de persécution comme ce fut le cas notamment pour les populations juives ou tziganes, mais s'inscrivait dans une logique de répression des indésirables, asociaux, criminels ou des personnes considérées comme dangereuses par le régime en raison de leurs convictions opposant politiques,
catholiques, témoins de Jéhovah. C'était généralement déporter les homosexuels condamnés pénalement 2 fois, dont une fois au moins au titre du paragraphe 175. Quant à la déportation des lesbiennes est moins bien documentée et moins bien connue. À cela plusieurs raisons. Tout d'abord, et contrairement aux homosexuels de sexe masculin, aucun texte en Allemagne nazie ne condamnait les actes sexuels entre femmes. La classification concentrationnaire ne comportait d'ailleurs pas non plus de triangle de couleur spécifique pour stigmatiser les seules lesbiennes. Les lesbiennes qui furent déportées l'ont été sous l'étiquette des asociales et durent porter le triangle noir, propre à cette catégorie. Les cas connus sont très rares, encore plus ceux pour lesquels le lesbianisme fut explicitement invoqué pour justifier de la déportation. La catégorie des asociaux comprenait entre autres les réfractaires au travail, des marginaux, des avorteuses, et etc. Donc la mémoire de la déportation homosexuelle est assez récente. Elle est le fait d'historiens ou encore d'associations identitaires. En France, les Flamants Roses ou le Mémorial de la déportation homosexuelle sont des associations qui impulsaient cette dynamique de mémoire. À l'heure actuelle, c'est principalement l'association Les Oubliés de la Mémoire qui œuvre pour la connaissance et la reconnaissance de cette mémoire en France. Elle a notamment obtenu en février 2008 qu'une rue de Toulouse porte le nom de Pierre Ciel, seul Français à avoir obtenu le titre de déporté, suite à la répression de l'homosexualité par le régime nazi en Alsace annexée. Il faut cependant noter que Pierre Ciel n'a jamais porté le triangle rose et n'était pas détenu en camp de concentration. Après une longue bataille personnelle, les autorités françaises l'ont assimilé à un déporté politique, comme la majorité des autres internés du camp de redressement. Donc Pierre Ciel, le seul Français à avoir détenu le titre de déporté, suite à la répression de l'homosexualité par le régime nazi en Alsace annexée. Il faut cependant noter Pierre Ciel qui n'a jamais porté le triangle rose et n'était pas détenu en camp de concentration. Après une longue bataille personnelle, les autorités françaises l'ont assimilé à un déporté politique, comme la majorité des autres internés du camp de redressement de Schirmeck, où il fut prisonnier de mai à novembre 1941. Son homosexualité avait néanmoins été l'élément déclenchant de sa répression par les nazis. Ce sont aussi les oubliés de la mémoire qui ont soutenu le projet visant à faire apposer à Mulhouse une plaque honorant sa mémoire ainsi que celle d'autres anonymes de cette ville. Arrêtés et déportés pour motif d'homosexualité. Enfin, c'est à l'initiative de cette même association que le 25 septembre 2010, une plaque dédiée à la mémoire des victimes de la barbarie nazie déportées pour motif d'homosexualité a été inaugurée en Alsace sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzwiller-Strudorf. C'est une nouvelle étape dans la reconnaissance de la déportation pour ce motif à partir d'un territoire français annexé par les nazis. Ailleurs dans le monde, des plaques ou moments rappellent la déportation des homosexuels par les nazis. On peut citer les villes d'Amsterdam, Berlin, Bologne, La Haye, Francfort ou encore Cologne, Anchorage, Sydney, San Francisco et Montevideo. De même, des plaques ont été apposées sur les sites d'anciens camps de concentration, notamment Mauthausen, excusez-moi l'expression allemande, Neuengamme, Dachau,
Schosen et Buchenwald. Voilà, le dernier survivant connu de cette déportation était Rudolf Brasda, qui fut déporté près de 3 ans à Buchenwald, faisait suite à 2 condamnations au titre du paragraphe 175. Il est mort le 3 août 2011 à l'âge de 98 ans. Voilà pour cette personne. Et d'ailleurs, un livre a été édité. Vous pouvez notamment retrouver le livre Piercel, moi Piercel, déporté homosexuel, avec Jean Lebitou, aux éditions Calment-Lévy de 94, chez votre libraire. Ensuite, vous avez aussi un entretien de Piercel et Hervé Joseph Lebrun, autre livre disponible qui a été édité en 2000. D'autant, il vous parle donc de cette parcours, de cette histoire. Vous avez aussi le livre de Jean Lebitou, Les oubliés de la mémoire, paru aux éditions Hachette Littérature en 2002. Et ensuite, en référence littéraire également, vous trouvez un livre de Régis Schlagenhofen, Les Triangles Roses, la persécution des homosexuels et sa mémoire, voilà, à Paris. Voilà, en référence littéraire, où vous pouvez avoir ces archives. Oui, Sandy. Voilà, je vais te parler du fameux paragraphe 175. Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Très bien. Alors, on appelle le paragraphe 175, qui est du code pénal allemand, qui condamnait l'homosexualité masculine de 1871 à 1994. Oui. C'est au nom de ce paragraphe que plusieurs dizaines de milliers d'homosexuels ont été arrêtés et envoyés dans les camps de concentration sous le régime nazi. Ce même paragraphe a également permis avant 1933 et encore longtemps après la guerre dans la pratique jusqu'aux années 1970 de poursuivre les homosexuels devant la justice et de les condamner parfois à des peines de prison. Ensuite, lors de l'unification allemande en 1871, le gouvernement du chancelier Otto von Bismarck choisit de reprendre une vieille loi prussienne datant de 1794 et qui condamne l'homosexualité masculine. Alors, je vais pas vous dire la loi en allemand, je suis désolé, je connais pas l'allemand. Par contre, la traduction dit la fornication contre nature pratiquée entre personnes de sexe masculin ou entre gens et animaux est punie de prison. Voilà ce que dit la loi allemande. Les homosexuels allemands bénéficiaient pourtant d'une relative tolérance au début du XXe siècle. À Berlin, les homosexuels avaient déjà leur bar, leur restaurant et une revue qui s'appelait Les Gènes. L'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler change la donne et en 1935 les peines prévues par le paragraphe 175 sont doublées. Les homosexuels sont pourchassés, arrêtés, envoyés dans des camps de concentration où ils sont torturés et subissent des expériences médicales. Ils ont été placés aussi en bas de l'échelle hiérarchique des prisonniers et forcés de porter le triangle rose. Le triangle rose, on pourrait préciser, c'est les homosexuels masculins. Il faut le repréciser à nouveau. Ouais. Et leur taux de mortalité est l'un des plus élevés parmi les catégories de prisonniers, avec celui des juifs. Voilà, donc après moi je vais rebondir sur la déportation des milliers d'homosexuels par les nazis. Si il admet qu'il y a eu 1 à 2 millions d'homosexuels, cela signifie que 7 à 8% ou 10% des hommes sont homosexuels. Et si la situation ne change pas, cela signifie que notre peuple sera anéanti par cette maladie contagieuse. C'est le point de vue allemand. À long terme, aucun peuple ne pourrait résister à une telle perturbation de sa vie et de son équilibre sexuel. Un peuple de race noble qui a très peu d'enfants possède un billet pour l'au-delà. Il n'aura plus aucune importance dans 50 ou 100 ans et dans 200 ou 500 ans, il sera mort. L'homosexualité fait échouer tout rendement, tout système fondé sur le rendement. Elle détruit l'État dans ses fondements. À cela s'ajoute le fait que l'homosexuel est un homme radicalement malade sur le plan psychique. Il est faible et se montre lâche dans tous les cas décisifs. Nous devons comprendre que si ce vice continue à se répandre en Allemagne, sans que nous puissions le combattre, ce sera la fin de l'Allemagne, la fin du monde germanique. C'est le discours du chef nazi Himmler sur l'homosexualité prononcé le 18 février 1937. Il faut
faut abattre cette peste par la mort. Autre discours d'Himmler le 16 novembre 1940. Donc des dizaines de milliers d'homosexuels furent déportés par les nazis. L'organisation de cette déportation ne fut cependant pas systématique et les déportés homosexuels n'étaient pas exterminés à leur arrivée dans les camps, contrairement aux juifs et aux tziganes. En Allemagne, depuis le 19e siècle, l'article 175 du Code pénal punissait l'homosexualité. Cet article fut particulièrement appliqué après l'arrivée de nazis au pouvoir et plus nettement encore après 1938. Les homosexuels arrêtés étaient d'ailleurs surnommés les Unterfunsieblich. C'est les 175 dans les camps, si tu veux, pour ça c'est quoi. En France, un peu plus de 200 homosexuels furent arrêtés, principalement dans l'est de la France, dans l'Alsace et la Moselle, devenue province allemande. Ces arrestations furent effectuées grâce aux fichiers constitués par la police française d'avant-guerre. Il n'y eut pas de déportation d'homosexuels venant du reste de la France, à quelques exceptions près. On connaît 4 cas d'ouvriers du STO qui furent arrêtés pour homosexuels en Allemagne et déportés. Le nombre de 210 Français déportés pour homosexualité est sans doute sous-estimé. Tous les dossiers n'ont pas été retrouvés et après la guerre, peu d'homosexuels firent connaître la raison de leur déportation. Dans les camps, les homosexuels étaient soumis aux mêmes privations, aux brutalités, au travail forcé, aux expériences médicales, mais le triangle rose qu'ils portaient les soumettait au mépris et à des vexations plus graves. Certains furent ainsi livrés aux chiens des SSS qui les dévorèrent devant les autres déportés. Et c'est le témoignage de Piercel sur le camp de Schirmeck, ou que vous pouvez lire dans son livre. Dévoré par des chiens carrément. Ah oui, que je vous ai évoqué. Dans le camp de Dachau, voici par exemple le nombre de déportés qui portèrent le triangle rose dans le camp de Dachau. Cela ne correspond sans doute pas à la totalité des homosexuels déportés. Certains eurent la chance de porter le triangle vert des déportés de droit commun. Arrêtés pour atteinte aux bonnes mœurs, ils purent être considérés comme des délinquants et non des homosexuels. Toi, les triangles verts, je ne sais pas. Mais si, on en a parlé hier. Des triangles verts ? Oui, on en a parlé, oui. D'accord. Donc, en 1934, 4 personnes, nombre de déportés inscrits dans les listes de camps Dachau comme homosexuels. Donc, par année, en 1934, il y en avait 4. En 1935, il y en avait 30. En 1936, 44. En 1937, il y en avait 54. En 1938, 36. En 1939, 31. En 1940, 50. En 1941, 37. En 1942, 113. En 1943, 81 personnes fichées en tant qu'homosexuelles. Triangle rose. 1944, 84 personnes. En 1945, 19. Le 24 avril 1945, jour de la libération des camps, il y en avait 109. Au total, ça fait combien ? Au total, ça fait 583 personnes déportés homosexuels. Voilà, portées le triangle rose dans le camp, mais uniquement à Dachau. À Dachau, ces homosexuels, ils étaient la cible des mauvais traitements, des cruautés, des sarcasmes, des SS. Ils constituaient un groupe isolé, marginalisé, aussi par les co-détenus. Nombre d'entre eux furent castrés. On retrouve cette situation à peu près dans tous les camps. Une déportation longtemps niée. Pendant longtemps, la déportation des homosexuels fut niée, cachée ou sous-estimée. À la fin des années 90, des organisations d'homosexuels tentèrent de participer aux cérémonies de commémoration, déposèrent des gerbes avec le triangle rose. Cela fut pris comme une provocation par beaucoup des organisations traditionnelles de la résistance. C'est pour ça qu'à Bordeaux, ils sont toujours en résistance. Les associations représentatives des homosexuels en France et les sites internet eurent parfois tendance à surestimer le nombre d'homosexuels déportés, et quelques-uns chargèrent la barque au point de parler de génocide des homosexuels et de comparer la déportation homosexuelle à la Shoah.
De leur côté, certaines associations de résistants ou de déportés nièrent la déportation homosexuelle et rejetèrent avec parfois une certaine violence au moins verbale les homosexuels des cérémonies de commémoration. Ainsi, ces incidents à Lyon en 2002, rapportés par le journal Tétu, donc il s'agit du lundi 28 Lyon, le 28 avril 2002, 11h30. C'est une honte, c'est un scandale, c'est lamentable. Hervé Morel, président de l'association Harris, est rouge de colère. Nous allons demander des explications au préfet. À Lyon, les associations homosexuelles sont indignées. Elles ont été tout simplement exclues de la cérémonie officielle organisée Place Bellecour à l'occasion de la journée nationale de la déportation. Tout avait pourtant bien commencé. La musique de la région, Terre Sud, Est interprète le chant du Marais. À Lyon, capitale de la résistance, la population est venue plus nombreuse que d'habitude, inquiète face au réveil des vieux démons de l'extrême droite. Les porte-drapeaux des associations d'anciens combattants, résistants et déportés sont émus à la lettre des noms des sinistrés camps de concentration. Pour conclure, c'est vers midi que les personnalités civiles et militaires déposent leur gèbe à la mémoire des déportés devant le veilleur de pierre. Avant que la cérémonie, j'ai perdu mon fil. Les porte-drapeaux donc des associations se concentrèrent et avant que la cérémonie prenne fin, les associations homosexuelles restaient derrière les barrières avec le public, tentent de s'avancer vers le monument, mais les forces de l'ordre font barrage. Les militants gays et lesbiens, plus d'une centaine, triangle rose sur la poitrine, devront attendre que les officiels aient quitté les lieux, que la foule soit partie et que le drapeau tricolore soit retiré avant de pouvoir déposer leurs deux gerbes à la mémoire des déportés homosexuels. Après une minute de silence, Hervé Morel prend la parole pour dénoncer cette mise à l'écart honteuse. William Fies, président de Move, a les larmes aux yeux. Sur la gerbe, il a écrit de sa main « Trop jeune pour y être, pas assez naïf pour ne pas savoir ». Jean-Yves Sécheresse, président du groupe socialiste au conseil municipal, va demander au maire d'intervenir auprès du préfet. Cet incident incite les homosexuels à se montrer de plus en plus vigilants. Voilà, c'est un article qui est paru dans Tétu. Les choses commencent aujourd'hui à s'améliorer. Les homosexuels sont à présent mieux acceptés par les commémorations et les associations d'anciens résistants ou de déportés, leur font une place dans leur presse. En mars 2005, après une rencontre et une discussion franche et cordiale auprès des associations homosexuelles, la Fondation de la mémoire de la déportation a étudié cette question et a rencontré toutes les associations concernées. Voilà. Alors, des précisions après les propos homophobes du député UMP Christian Van Est, c'est en février 2012. Le député UMP Christian Van Est affirme que la déportation des homosexuels, c'est une légende. Ce n'était pas le premier dérapage homophobe de ce député de droite. Une interview dans le journal Libération du 7 février 2012 met les choses au point. Affaire Van Est, la déportation homosexuelle est-elle une légende? La polémique sur les propos de Christian Van Est selon qui la déportation homosexuelle est donc une légende nous a poussé à interroger à ce sujet Régis, auteur du livre Le Triangle Rose, la persécution nazie des homosexuels et sa mémoire. C'est paru aux éditions Autrement. Cet ouvrage a reçu le prix 2010 de la Fondation Auschwitz. Comment est venue l'idée d'écrire ce livre? Après nous passerons à notre sujet. Tout d'abord, il y a une histoire de famille derrière ce livre. L'Alsace, dont je suis originaire, a été annexée par les nazis. De nombreux groupes sociaux et religieux ont été persécutés par les nazis en Alsace, dont les homosexuels. Torture, prison, camps de rééducation, de concentration, etc. Cette persécution relevait du secret de famille, et ce n'est que tardivement que
qu'il apprit qu'un de ses ancêtres avait été persécuté pour motif d'homosexualité durant la guerre. Grâce à son travail, il a compris qu'il avait des centaines, voire des milliers d'histoires de ce type, des histoires de famille dont on a préféré oublier certains passages pour réinventer le passé. Il y a aussi des raisons universitaires à ce livre, qui est la version remaniée d'une thèse de doctorat. Lorsqu'il a commencé ses recherches sur le sujet, il disposait que de quelques ouvrages écrits la plupart du temps par des journalistes ou des militants de la mémoire, dont les sources laissaient quelque peu à désirer. Enfin, comme il aime bien comparer, il a envie de réaliser une étude comparative, ce choix a permis de montrer comment une même question est traitée de 3 manières différentes dans 3 pays d'Europe, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Avec ce livre, il espère offrir aux lecteurs et lectrices un travail universitaire de qualité et qui soit à la portée de tous. Combien d'homosexuels ont été persécutés par les nazis au total? Cette question est assez délicate suivant ce que l'on entend par persécution et ce que l'on entend par homosexuel. En effet, bon nombre de victimes homosexuelles du nazisme étaient des personnes qui ne considéraient pas ainsi, autrement dit des personnes qui n'avaient pas une identité homosexuelle mais uniquement des relations homosexuelles. Donc il est important de le souligner car aujourd'hui on superpose trop facilement identité et pratique. Quoi qu'il en soit, plus de 60% des personnes arrêtées pour homosexualité ont été dénoncées auprès de la police nazie. Et pour ces personnes, une arrestation signifie en premier lieu que la famille, l'employeur et tout l'entourage de la victime sont subitement mis au courant de leurs pratiques. Pour revenir à la question qui lui a été posée, la majorité des victimes homosexuelles du nazisme sont des hommes établis en Allemagne qui ont été arrêtés, torturés, emprisonnés puis internés, en camp principalement entre 35 et 40. Il dénombre quelques victimes en France, quelques centaines en Alsace et dans d'autres territoires annexés. On dit qu'entre 5000 et 10 000 personnes ont été déportées en camp de concentration en raison de leurs pratiques homosexuelles, vraies ou supposées. Ces chiffres sont vrais, mais il faut bien savoir qu'au moins 50 000 hommes ont été condamnés pour homosexualité par des tribunaux nazis. Quantité d'homosexuels ont ainsi été emprisonnés, condamnés aux travaux forcés ou encore internés dans les hôpitaux psychiatriques pour une durée indéterminée. Voilà, qu'est-il de la France? Peut-on dire qu'aucun homosexuel n'a été déporté comme l'affirme Christian Van Est? La question de la persécution des homosexuels en France, c'est une question délicate. L'Alsace et la Moselle ont été annexées du fait par le régime nazi suite à l'armistice de 1940. Dans ces territoires, les homosexuels ont été persécutés, c'est-à-dire arrêtés, internés et déportés pour motif d'homosexualité en vertu du paragraphe 175 du code pénal allemand. Dans le reste de la France, quelques cas d'homosexuels ont pu être retrouvés dans les archives. Ainsi, pour l'heure, la trajectoire de 6 hommes a pu être reconstruite. Parmi ces 6 hommes arrêtés pour motif d'homosexualité, dont 3 à Paris, 5 ont ensuite été déportés au camp de Buchenwald dans un convoi de déportés politiques. Donc, pour conclure sur ce point, Christian Van Ness ne peut pas dire qu'aucun homosexuel n'a été déporté de France. Quelle fut la situation des lesbiennes dans cette persécution généralisée? La situation donc des lesbiennes diffère dans la mesure où il était impossible de les poursuivre légalement pour homosexualité en Allemagne. En effet, l'article de loi qui condamnait l'homosexualité ne concernait pas les hommes, ne concernait que les hommes, pardon. L'État nazi se voulait un Mammerstadt, un état viril, hein, et tout ce qui concernait les femmes était un peu secondaire sous le nazisme. Du moment que les femmes restaient subordonnées aux hommes, néanmoins il convient de noter une exception. L'Autriche, qui possédait dans son code pénal un article de loi qui condamnait aussi bien l'homosexualité masculine que l'homosexualité féminine. En outre, quelques lesbiennes allemandes ont aussi été internées au camp de concentration de Ravensbrück.
Voilà, donc la reconnaissance de ces persécutions a été un chemin long et difficile. Oui, c'est cas de le dire. Là aussi, plusieurs raisons, à commencer par le fait que l'article de loi en question, le fameux paragraphe 175, est resté en application dans sa version nazie jusqu'en 69 en Allemagne de l'Ouest, alors que l'Allemagne de l'Est, pourtant décriée, s'en était départie dès 1949. Au lendemain de la libération, faire aveu d'homosexualité signifie se rendre suspect et se voir éventuellement à nouveau condamné par la justice. Certains homosexuels sortis des camps nazis ont dû retourner dans les prisons de l'Allemagne libérée. À ce propos, un rescapé de la Shoah note dans les années 60 qu'en tant que juif, il est désormais protégé de toute condamnation légale, mais non en tant qu'homosexuel. Donc il faut bien comprendre que la situation restait délicate en Allemagne de l'Ouest entre 1945 et 1969. C'est pas très loin, hein, c'est pas très loin. D'autant plus que la dénazification du système judiciaire ouest-allemand laissait partiellement à désirer. En d'autres termes, de nombreux juges qui avaient condamné les homosexuels sous le nazisme étaient toujours en poste après-guerre, mais cela relève d'un autre débat. Pour revenir à 1969, à partir de cette date, des militants ont dû s'employer à faire reconnaître aux politiques et plus généralement à la population générale que l'article 175 était un article homophobe et que les personnes condamnés l'ont été injustement. En plus de cela, un certain nombre d'amicales d'anciens déportés voyaient d'un mauvais œil que les homosexuels réclament la reconnaissance du statut de victime. C'est d'ailleurs de la bouche de certains anciens déportés que les choses les plus terribles en l'encontre des homosexuels ont été exprimées. Mais ces aléas ont permis de rendre cette discussion publique. Dans plusieurs pays, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, l'État a été amené à statuer, à reconnaître que la persécution nazie des homosexuels relevait de l'injustice et que ces victimes étaient donc en droit d'obtenir des réparations pour les dommages subis, au même titre que les autres victimes du nazisme et de la déportation. D'ailleurs, depuis 2005, le Conseil de l'Europe demande à tous les États membres de reconnaître la persécution nazie des homosexuels. À sa connaissance, la France n'a pas encore statué sur cette question. Comme quoi, la reconnaissance de ces persécutions n'a pas encore abouti partout. Voilà, voilà, donc c'est un livre, il a été accueilli, il semble que ce livre a quand même été bien accueilli, où il explique tous ses parcours. Ses critiques sont plutôt bonnes, apparemment. Il devait y avoir une attente du public concernant cette question qui était restée oubliée pour toutes sortes de raisons. Il n'aime pas l'idée du scientifique enfermé dans sa tour d'ivoire. Depuis la sortie du livre, il suit régulièrement sollicité. Et pour lui, ce livre est plutôt encourageant. Et après ce livre, quelques pistes de recherche, quels sont ces nouveaux projets. Alors il aimerait beaucoup approfondir la question des persécutions nazies en Alsace. De nombreuses questions nécessitent encore d'être élucidées et il aimerait aussi faire sortir l'Alsace d'une position victimaire qui fait que les Alsaciens et Alsaciennes n'assument pas entièrement leur part de responsabilité à travers l'histoire. À part ça, il a aussi d'autres projets de recherche qui, eux, ne sont ni centrés sur l'Alsace ni sur les homosexuels. Voilà, cet article est paru dans Libération le 16 février 2012. En conclusion, l'origine de cette déportation est bien le racisme. Pour les nazis, l'homosexualité était un délit parce qu'elle empêchait la reproduction de la prétendue race germanique. La volonté sociale de combattre aujourd'hui l'homophobie rencontre heureusement la résurgence de la mémoire d'une déportation oubliée. Voilà un petit peu, vachement intéressant ce livre. Hein. Bravo. Ah ouais, là franchement t'as fait fort. Là, merci. Ah oui, parce là... qu'il y a des choses que j'étais au courant, mais j'étais pas au courant de tout, donc ouais, c'était très intéressant. Oui, j'ai écouté, mais bon,
Tu peux en retirer quelques bribes, parce que j'étais assez long. Non, c'est-à-dire que moi, passé un temps, j'avais un livre sur les camps de concentration. D'accord. Et bon, je sais que c'était assez affreux, hein, parce que il y avait marqué aussi que les tziganes, sur les femmes, ils faisaient des... Comment qu'on appelle ça? Des... Ah. Les juifs, hein. Oui. Les personnes juives, les tziganes et puis les homosexuels. Voilà, c'était les... Non, les tziganes. Oui, les tziganes, ouais. Ils en faisaient des... Comment qu'on appelle ça? Des trucs de laboratoire, quoi. Ils essayaient tout un tas de choses, quoi. D'accord, bon. Ok. Donc voilà, quoi. Bon, ben, très bien. Donc, c'est très intéressant à lire. Là, maintenant, le sujet de maintenant, ce sont les élections présidentielles. Wow. Deux candidats face à face. On les retrouvera mercredi 2 mai, bien entendu. Ce soir, il y en a un qui est en débat le 3 mai à Toulouse, un qui est en débat, je ne sais plus, aujourd'hui. Mais ben, moi, de toute manière, je ne vais pas les écouter. Tu ne vas pas les écouter. Bah, Tu voudras pas les voir mercredi soir, hein? Non, mais pourtant, non, je vais t'expliquer pourquoi, parce que tout ce qu'ils vont dire sont des mensonges. Ah bon? Voilà, pour moi. Parce qu'ils veulent essayer non, de... moi, je veux voir. Enfin, pourtant, moi, je trouve que le débat de mercredi, pour moi, ça va être la clé de ce qu'il va y avoir. Ça va être intéressant. Et puis le premier... Oui, mais le problème, c'est que, bon... Ils vont se battre, un va dire qu'il est con, l'autre qu'il est idiot, et puis après, quand tout sera fini, ben, ils iront bouffer ensemble. Excellent. Ah, c'est énorme. Non, mais ils vont chacun montrer, expliquer leur projet et leur idée de façon à une France meilleure. Oui, mais écoute, si leurs idées, elles étaient bonnes, ok. Oui. C'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais il faudrait-il qu'ils les appliquent. Oui, c'est-à-dire qu'elle parle des engagements qu'ils ne tiennent pas, que ça serait bien qu'ils tiennent de voilà, qui respectent leur programme, mais voilà. je pense que ça va se faire. Mais, voilà, donc je vais vite en parler 2 minutes. Je vais passer un clip de campagne des deux côtés, un de Nicolas et un de Hollande. Le premier quinquennat de Hollande, si jamais il est élu, pour qu'il se prenne la vague en pleine face, une motivation supplémentaire pour donner... Il va prendre une grosse tête pour rien. Voilà, il faut pour essayer de quand même de mobiliser à cette vie citoyenne, que chacune agisse, ne subisse pas et aille voter en âme et en conscience et éviter ces manipulations sur un coup tordu de dernière minute où aucune voix ne doit manquer. Et donc il faut que vraiment chacun se saisisse de son devoir de citoyen. Là, tout à l'heure j'ai parlé du devoir de mémoire, devoir de citoyen. Allez voter, ne pas subir, agir et mettez un bulletin dans l'urne, tout simplement. Voilà. Oui, même le blanc, hein, tu peux le même dire. le blanc, même évitez quand même, évitez d'être le blanc, faut pas, on n'est pas vraiment pour le blanc, mais... Non, soyez francs dans vos idées, le candidat... Ah bah si tu dis de ton côté soyez francs, là si tu dis soyez francs qu'ils veulent pas voter l'un et l'autre, ils vont voter blanc, dans ce cas. Ah oui. Et oui, si tu dis ça va être cette inverse. Non, c'est pas ça, c'est exprimer leur voix, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Oui, parce que si tu veux, vaut mieux dire ça. Oui, c'est mieux, parce que quand je dis soyez francs, non, être clair avec vous-même, soyez... Parce que moi, dans les enveloppes, je mettais presque une sucette pour chacun. Ah mais moi, ça m'est arrivé, ils ont mis une photo de Mickey, parce que je suis assesseur au bureau de vote. Ne donne pas des idées aux électeurs, je t'en prie, ça va me donner des idées encore pour la semaine prochaine. Non, mais bon, ce sont des cas exceptionnels, c'était vraiment... mais si tu veux, on a retrouvé ça parce qu'on croyait pas, il s'avère que c'est la gosse qui a dit en sortant du bureau, a dit « Maman, elle a voté pour Mickey, maman, elle a voté pour Mickey ». Et on a vu que c'était une réalité au dépouillement. Mais bon, voilà, c'est une parenthèse. Mais je vous invite à vous exprimer mieux et vous serez bien représenté. Moi, je veux bien m'exprimer comme tu veux, mais à condition que eux, ils s'expriment
Mais Honnêtement, quoi. honnêtement, mais Clairement. moi je suis persuadé que des actions iront dans le bon sens et iront dans une réalisation certaine. Ouais. Eh ben dis donc, tu dois croire au Père Noël encore, toi. Voilà, et écoute, l'avenir le dira. Oui, ben voilà. Je souhaite Mais, bonne chance aux candidats. Bonne- L'avenir, il faut dire que si on est élu, c'est pour 5 ans, hein. Mais On oui, le sait, oui. mais voilà. N'oublie pas, hein. C'est pour ça qu'on fait. 5 ans, c'est long. Moi personnellement, j'ai fait la gueule pendant 5 ans, mais bon, après c'est chacun fait comme il entend. Hein, parce que moi, je peux te dire qu'il y en a qui ne sont pas gênés. Moi, je suis pour le respect du suffrage, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai que bon, j'aurais la gorge serrée, mais c'est voilà, c'est pour moi, c'est tout à fait un respect de démocratie. Les gens sont morts, les gens se sont battus pour aller voter et donner cette possibilité aux citoyens français françaises de pouvoir agir en mettant votre bulletin dans l'urne. Et bien, rappelez-vous que des millions de personnes sont mortes rien que pour ça. Et c'est l'avenir Ah qui est ben, en jeu. moi, je vais te dire, ma carte d'électeur, Oui. hein, je l'ai reçue, on a voté le dimanche, je l'ai reçue le lundi, tu vois. Ah ben oui, mais, Oui, il y a eu des mais- retards au mais courrier. il faut savoir que si On vous le l'avez- sait, il y a eu des retards au courrier. Voilà, il y a eu des Oui, retards oui. au courrier, Donc, mais il faut savoir qu'aussi, tu as des cartes d'électeurs qui sont dans les bureaux. Moi, Absolument, oui. voilà, tu viens avec une carte d'identité, Oui, tu mais vas je sais, dans le bureau où je tu sais. habites et tu peux voter. Oui, mais ça, je le sais, puisque je l'ai fait. Voilà, ils te font une attestation sur place. C'est un peu con, quoi. Voilà. Hein, tu vas voter, puis tu la reçois le lendemain. Voilà, mais ça c'est pas grave. Oui, mais Mais ça ils ont des c'est. registres avec les numéros. Ils ont des registres avec les nouveaux numéros d'électeurs. Voilà, parce qu'ils ont étendu les bureaux de vote, Voilà. ils en ont fait plusieurs, et il s'avère que moi je vois sur mon bureau, il y en a 4, et au précédent des élections, il n'y en avait que 3. Et Parce qu'il y a une ils te évolution. retrouvent juste avec ta carte d'identité, et puis tu as ton nouveau numéro d'électeur, et tu peux voter. Voilà. Et tu n'es pas obligé de voter avec ta carte d'électeur, tu as juste le numéro d'électeur. Oui, Ta ça, carte je d'identité, sais. c'est suffisant. Ah oui, il faut au moins une pièce d'identité, donc, c'est important. Voilà. C'est ça qui fait foi. Passeport, permis de conduire à la rigueur, c'est pas Non, mais intéressant. Frédéric, voilà. ils le ont même donné à Frédéric. Il avait avec eux. Ouais. Alors c'est pour te dire que ça marche bien, quoi. Déjà ça. C'est pour te dire ça parce que c'est ce qui nous est arrivé dimanche dernier, parce qu'on avait une ancienne carte d'électeur, et pour avoir la nouvelle carte qu'on n'avait pas reçue, il fallait il fallait se présenter avec la carte d'identité, et il te donnait ton nouveau numéro d'électeur, et tu pouvais voter directement avec ça, et hop, voilà, c'était le jour terminé. Ceux qui sont encore dans cet état, qui ne pouvaient pas voter à cause de ça, vous pouvez y aller directement dans les bureaux, tout ça, avec votre carte Oui, d'identité, mais c'est ça, rapide. Hein. ils vont expliquer à la télévision, ils vont expliquer partout. Voilà, donc Vraiment, celui qui n'a pas été voté, c'est qu'il ne voulait pas, c'est tout. On vous dit à la prochaine fois. Bisous Alex. Bisous à tous. Bisous Sandy. bisous et à samedi prochain. Et puis à samedi prochain. Et puis. Et dans un mois dans l'excentrique par contre.